Bonjour Enrique, Bonjour Olivier. merci de m'accueillir dans vos locaux aujourd'hui. Alors Enrique, il était prévu que tu Mhm. interviennes en présentiel à l'événement Connext de GS1 France, mais à la dernière minute, euh, les aléas du calendrier en ont voulu autrement, qu'à cela ne tienne. C'est un grand plaisir que je viens recueillir ton témoignage aujourd'hui dans tes locaux parce que je suis convaincu que ça va être un moment fort de notre Non, mais événement. d'abord, très content d'être avec vous aujourd'hui. Malheureusement, pas physiquement. C'est des semaines normalement très chargées, mais en plus, nous avons beaucoup d'actualités sur des acquisitions et autres. Donc, je suis content d'être avec toi. La prochaine fois, j'espère que physiquement, pourquoi pas. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Enrique, tu es le directeur général du groupe Fnac Darty, ça tout le monde le sait. Ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est que tu es également un dirigeant particulièrement engagé pour promouvoir le mieux consommer. En effet, en 2007, tu fais une rencontre déterminante avec un grand monsieur, Al Gore, à la Fnac de Lisbonne, où il présentait son documentaire Une vérité qui dérange. Et depuis, tu as fait le pari d'une consommation plus responsable, et c'est pas seulement un défi entrepreneurial, hein, Mhm. on le sait, c'est une vision de société que tu portes et que tu as partagée dans un livre que tu as publié il y a maintenant un an et qui s'intitule Et si on consommait mieux. Alors justement, pour rentrer dans le vif du sujet, Enrique, d'un point de vue personnel, pourquoi est-ce que le sujet de l'économie circulaire, du mieux produire et du mieux consommer est-il si important pour toi? Mhm. L'industrie de produits électroniques et électroménagers produit chaque année 50 millions des tonnes de déchets. Donc, on ne peut pas rester complètement passif par rapport à ça. Mhm. Personnellement, en plus, je suis espagnol, je fais des Valences. Ah oui, Donc, les c'est pour ça. dérèglements climatiques, c'est quelque chose qu'on comprenne et déjà, on voit bien la conséquence. Les conséquences des changements climatiques, c'est pas une question du futur, c'est pas la science-fiction, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, qu'il faut agir maintenant. C'est probablement une des raisons. Et puis, en étant à la tête d'un groupe comme Fnac Darty, je pense que ça fait encore plus de sens parce que nous avons les moyens d'agir. Donc, c'est tout l'intérêt du livre, mais aussi de l'action qu'on porte au sein du groupe. Nous voulons trouver la troisième voie. C'est pas celle de tomber sur les bras de la déconsommation, de probablement quelque chose qui n'est pas réalisable et qui peut avoir des conséquences très graves, Mhm. mais pas non plus celles qui disent que les changements climatiques, ils n'arrivent pas, donc on n'a rien à agir, on doit continuer. Mhm. Il faut trouver une troisième voie, une alternative qui permettrait de faire évoluer, garder la qualité, les conforts de vie que nous avons aujourd'hui, mais en réduisant drastiquement l'impact qu'il y a sur les ressources dans la planète. Pour notre industrie, ça s'agit en deux raisons principales. La première, pour nous, c'est faire des produits de meilleure qualité, les faire durer le plus longtemps possible. C'est ça l'impact le critique pour la réduction des impacts. Et puis, il y a un autre qui vient aussi en alternative, c'est activer une économie circulaire, pouvoir faire reconditionner et revendre des produits, créer une économie des produits d'occasion. Donc, la combinaison des deux avec toutes les autres questions qu'on fait avec l'industrie, il peut avoir un effet très positif sur l'impact que notre activité a sur les ressources de la planète. Donc, quelles ont été les étapes qui ont permis à Fnac Darty d'être aujourd'hui le premier réparateur de France avec 2,5 millions de produits réparés en 2023? Mm. Quelles sont les étapes par lesquelles vous êtes passé? Bah, d'abord, on a une chance incroyable parce qu'on a pris l'héritage des fondateurs d'Arty, des frères Darty, qui ont cru, il y a 40 ans, 50 ans, en créant des contrats de confiance, de toute la puissance du service après-vente d'Arty comme un axe très important de l'activité du groupe. Donc, la garantie de la qualité d'Arty, c'est quand même une base très solide pour construire nos modèles dès demain. Mhm. Après, on a décidé de faire ces modèles de service après-vente, pas comme un service qui venait après la vente, mais quelque chose qui est au cœur, au centre de la relation avec nos clients. Et donc, on crée une relation beaucoup plus long terme avec eux. S'attaquer à faire durer les produits comme un levier clé de la réduction des consommations des ressources, c'était les seuls trucs intelligents à faire dans tout ce monde. Donc, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de moyens pour accompagner, travailler avec l'industrie, améliorer la qualité, améliorer l'information qu'on donne aux consommateurs, Oui. finalement mettre beaucoup de moyens pour faire possible la réparation à prix et qualité accessibles. Est-ce que tu pourrais nous préciser ou nous donner quelques enseignements? Parce que tu as dû avoir des freins hein, dans cette évolution, des leviers aussi pour réussir à passer à l'échelle. Je pense que les biais sont l'intention, les consommateurs français sont très avertis sur Mhm. l'envie de réparer plus qu'avant, à condition que la qualité de la réparation soit bonne et disponible. Euh, L'envie de vendre ou acheter des produits réconditionnés, on voit que c'est un boom incroyable. Donc, je dirais que les marchés, du point de vue des consommateurs, il est très propice. La Oui. difficulté, c'est de trouver un modèle économique.
La réparation aujourd'hui, parfois, c'est cher. Elle est difficilement accessible parce qu'il y a peu de compétences dans les marchés. Les prix des pièces, ils sont beaucoup montés. Donc, si on n'agit pas sur les coûts de la réparation pour les clients, les réparations deviennent presque économiquement inacceptables. Toute la difficulté, donc tout le travail qu'on a fait, c'est rendre les prix de la réparation pour les clients accessibles. Ce qui pourrait être l'ultime frein à la réparation, c'est les coûts de la réparation elle-même. L'abonnement, comme quelque chose qui va lisser les coûts pour les clients. L'abonnement d'Artimax, c'est un véritable succès. Si mes chiffres sont bons, c'est 1,1 million d'abonnés en France et en Belgique. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus? L'idée de l'abonnement est devenue rapidement deux questions. Un, les services après-vente des Darty, il est mondialement connu, mais on n'avait pas arrivé en état de maturité de devenir un axe de fidélité fort. Les faire rentrer dans l'axe de la relation avec le client, pour moi, c'était une question essentielle. Seconde, la réparation, c'est l'axe pour réduire l'empreinte carbone et faire durer la vie des produits. Mais les prix de la réparation à l'acte hors garantie, ils devenaient de plus en plus chers. Donc les clients préféraient jeter à réparer parce qu'il y avait une question des prix. La seule manière qu'on a trouvé de mettre les deux choses ensemble, c'est créer un abonnement sur la réparation avec 12 euros, 15 euros, 17 euros par mois. Les personnes peuvent réparer illimité les produits de son foyer. Et ça fait passer la réparation des produits de 1,6 million à 2,5 millions des produits par an. Donc c'est un effet très concret pour la réparation des produits. La France, l'année dernière, grâce à ces programmes, grâce à Dartimax, a fait une croissance de la réparation de nos produits de plus de 20% dans le marché global France. La moyenne européenne est à 10%. Donc on a vu que notre programme a eu un effet d'accélération hyper important sur les niveaux des réparations en France. Et je dirais qu'on n'est pas pu aller plus loin encore parce qu'on a une question des ressources, des formations, des compétences pour lesquelles on s'attaque. On a des centaines de personnes en formation régulièrement pour devenir responsables, devenir réparateurs dans nos services après-vente. Et c'est ça qui va continuer à progresser, c'est ça qui va faire encore. Parce qu'aujourd'hui, à fin d'année, on était à 1,1 million. L'ambition est de devenir à 2 millions. Donc potentiellement, le nombre de produits que nous allons devoir réparer chaque année, il va continuer à progresser. Donc il faut s'y préparer pour un horizon de temps de 3-5 ans pour aller beaucoup plus de 3 millions de produits à réparer. Donc dis-moi Enrique, vous avez aussi dans le groupe Fnac Darty un baromètre. Ça consiste en quoi ce baromètre? Il y a quelques temps, on a décidé d'ouvrir la boîte. Vous savez que nous, on répare des millions de produits, donc on a toutes les données de tous les clients, l'achat, les incidences, les problèmes, la réparation. Donc on sait faire un pronostic des produits qu'on vend, à quel moment et pour quelles raisons ils vont pouvoir avoir des problèmes. La moitié du temps, c'est par l'usage non approprié des produits. Et parfois, c'est aussi par les défauts des pièces. Et donc, on a décidé, avec l'industrie pour les consommateurs, de faire un ranking annuel où on va dire à tout le monde, par catégorie de produits, quels sont les fabricants qui sont plus ou moins fiables et celles qui sont plus ou moins abordables du point de vue des réparations. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de baromètre. Aujourd'hui, ça devient un outil hyper important pour l'industrie parce que ça permet à tout le monde de se comparer et se projeter dans le futur. Et on a vu des améliorations très fortes sur la disponibilité des pièces, sur la qualité, sur les prix des pièces et aussi sur la qualité des produits. On est capable de réparer des produits de plus en plus vieux, ça apparaît dans les baromètres, et on voit que la conscience, l'envie, l'appétence de consommateurs pour la réparation dans les produits réconditionnés, il continue à progresser. Tu sais que le thème de notre événement cette année, c'est données qui changent la donne pour l'économie circulaire. Et j'ai l'impression que la donnée produit, justement, joue un rôle fondamental pour que tu puisses ensuite, évidemment, réparer tous ces produits, n'est-ce pas? Et en fait, comme beaucoup d'entreprises, on avait un peu la culture de garder les données pour nous-mêmes. C'était un espèce d'avantage compétitif qu'on ne partageait pas, qu'on utilisait pour améliorer nos services. Mais moi, j'ai décidé que c'était quand même dommage, qu'il y avait une richesse. Il y a très peu, sous les services après-vente, il y a très peu d'acteurs dans le monde qui sont une vision multi-fournisseurs et qui peuvent être capables de benchmarker les uns contre les autres et publier ces rapports. Donc, on a décidé de les faire. Ça fait une petite révolution dans notre monde. Évidemment, tout le monde n'est pas content parce que tout le monde n'est pas le numéro 1 ou le numéro 2. Et tant mieux, comme ça fait évoluer. Ça donne des envies de continuer à investir. Et évidemment, aujourd'hui, on vit dans un monde de la donnée dans tous les sens. La donnée prend énormément d'espace dans tous nos projets.
Et il y a des données qui peuvent créer énormément de valeurs, donc, typiquement, sur la réparation, sur la qualité des produits. Enrique, tu dis dans ton livre que la collaboration est importante, qu'il faut faire travailler enseignes, industriels et un ensemble d'intervenants, d'acteurs dans les écosystèmes. En quoi c'est un facteur clé de succès, d'après toi? Toute seule, on ne pourra pas y arriver. Et l'industrie, en tout cas les leaders de l'industrie, ils ont envie aussi d'évoluer dans son temps, et été reconnus comme des marques qui ont des impacts positifs. Et eux, ils se sont engagés depuis longtemps sur la réduction de l'impact carbone dans la production de ces produits, en utilisant des produits qui consomment moins de ressources, en utilisant des produits qui sont faits avec des produits recyclés. Et ça, c'est très bien. Mais un axe pour lequel nous pouvons les aider beaucoup, c'est faire que ces produits ils durent le plus longtemps possible chez les consommateurs, et puis faire la réparation accessible en temps, en prix, en disponibilité des pièces. Donc ça, c'est quelque chose. Je te donne un exemple. Il y a 5 ans, la durée moyenne de détention des pièces détachées de l'industrie était autour des 5 ans. Donc c'est-à-dire à la 6e année, c'était dur de réparer un produit. Aujourd'hui, on dépasse largement les 12 ans. Et la France est probablement le pays au monde où la durée est la plus longue. Et on dépasse tous les critères qui existent dans n'importe quelle loi. C'est une question des compétitions, des réflexes et pour toutes les marques vouloir être dans les rankings de notre baromètre, mais aussi dans la considération des clients. Comment vous avez réussi à développer ce marché? Parce que c'est pas rien, on entend souvent que c'est pas facile de trouver un réparateur, c'est pas facile. Et vous y arrivez. D'abord qu'avec l'industrie, on a des discussions évidemment à tous les filières industrielles et des producteurs, mais aussi avec les éco-organismes. On fait partie d'écosystèmes. On travaille main dans la main pour développer les réflexes de la réparation, investir sur des campagnes de marketing, sur la formation, sur les subventions des formateurs. On a des bonus de réparation. Il y a plein d'outils qu'aujourd'hui sont en train de s'aligner. Alors vous avez aussi lancé récemment une initiative forte, Enrique, sur le passeport digital des produits. Je sais qu'on en est au stade expérimental. En quoi ça consiste exactement? On revient sur les sujets des produits réconditionnés, qui progressent beaucoup. Mais donc la question de la qualité, il va devenir de plus en plus important. Parce qu'évidemment, dans les produits réconditionnés, surtout dans les smartphones, vous pouvez trouver des produits de qualité, et vous pouvez trouver aussi des produits de moins bonne qualité, voire très dangereux. Donc nous, on s'est dit, si on veut que les consommateurs aient confiance et puissent continuer à acheter, à investir sur les produits réconditionnés, il faut être capable d'être très transparent sur la manière comme ces produits ont été traités du début à la fin, dans tout son parcours des réconditionnement, recyclage. Donc les passeports digitales, c'est la carte d'identité du produit pour lequel on a commencé déjà à mettre des produits qui ont été utilisés pendant les Jeux Olympiques et qui voient sa carte d'identité avec qui on va pouvoir donner au consommateur en mode blockchain totalement ouvert si les produits ont été réparés et oui, et par quoi, et quel type de pièce a été utilisé pour donner la garantie de que ces produits ont un état de fonctionnement parfait. Et c'est un test qu'on fait avec les soutiens de quelques fabricants comme Écosystème. Et je pense que si les tests réussis, et on l'espère, ça peut devenir progressivement les standards de l'industrie avec tout le monde qui va s'ajouter. Ce n'est pas une initiative exclusive, encore une fois. Ce n'est pas propriétaire, c'est plutôt quelque chose qu'on souhaite qui devienne une norme pour l'industrie. Bien sûr, et on l'espère avec le système GS1 à l'intérieur, avec le QR code augmenté GS1. Pour conclure peut-être, Enrique, qu'est-ce que toi aussi personnellement, tu souhaiterais transmettre comme message clé à toutes les personnes qui seront présentes à l'événement Connext de GS1 France pour leur permettre de s'engager toujours plus vers ces modèles plus vertueux? D'abord, merci pour l'écoute et pour les questions. Deuxième, je pense qu'on a des obligations, on a des responsabilités comme responsable de nos entreprises, à trouver les bien-être économiques de nos employés et de nos actionnaires, mais aussi à avoir un regard sur l'effet que nos actions peuvent avoir sur la société. Moi, je crois que la société civile doit s'engager encore plus sur la transformation de notre monde, dans tout le type, et donc dans les sujets écologiques. Ce n'est pas les États tout seuls qui vont y arriver, donc il faut que tout le monde donne de son côté. Au régulateur qui permet de trouver de l'espace d'équilibre pour que ces transformations puissent s'opérer. Mais après, c'est la société civile qui fera la différence. Donc, j'anime tout le monde à prendre son engagement pour aller encore plus loin de ce qu'ils font aujourd'hui. À lire ton livre aussi. Lire mon livre, c'est le bénéfice de la Fondation Nature et Découverte. Et j'entends donc mobilisation, j'entends collaboration, et j'entends aussi données produits. Les grands thèmes de notre événement GS1 Connext.
Merci beaucoup, Enrique, pour ce partage. Merci pour ton témoignage. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.